Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le mardi de Stu. Stu Kedwell, chef mondial déplacement chez RBC Gestion mondiale d'actifs, nous rejoint depuis sa forteresse de solitude au sommet d'un grand immeuble au centre de Toronto. C'est bien là le centre du Canada, n'est-ce pas, Stu? Je ne sais pas, Dave, ça dépend du coin de rue, j'imagine, et de la personne à qui vous demandez. C'est vrai. Je plaisante bien sûr. Pour tous nos auditeurs à travers le Canada, et en particulier les gens formidables avec qui j'ai passé du temps en Saskatchewan la semaine dernière, où l'on voit toute la diversité du Canada. Tous ces endroits, c'est incroyable. Je suis en vacances, mais c'est tout. Vous savez quoi? Et je pense que nos auditeurs réguliers le savent sans doute, il n'y a rien que je préfère en vacances que d'être ici à faire les mardis de stew avec vous. La plage, le soleil, je n'en ai pas besoin, je n'ai besoin que de vous, stew. Eh bien, pour faire un jeu de mots, puisque je sais de quoi nous allons parler aujourd'hui, je suppose qu'un mardi de stew va tout faire pour vous détromper. Ah 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 ah, et voilà. Et en repensant à aujourd'hui, je me souviens d'un de ces vieux films. Beaucoup d'auditeurs s'en souviendront. Peut-être que les plus jeunes devront faire une recherche sur Google ou sur IMDb. High Noon, le train sifflera 3 fois. L'un des films préférés de tous les présidents. Et en résumé, on y voit Gary Cooper, un acteur phénoménal d'il y a 70 ans, et Grace Kelly, qui est bien sûr devenue princesse par la suite. Il se trouve dans une ville où le shérif, Gary Cooper, a mis derrière les barreaux une bande de hors-la-loi particulièrement violents. Ces derniers vont être libérés de prison et arriveront en train à midi pile pour s'en prendre à Gary et se venger. Et bien sûr, Gary doit prendre la décision de rester là alors que tout le monde l'a laissé tomber. Il se tient là, tout seul, après avoir emmené sa petite famille hors de la ville, et il est là et il attend. Et parfois les présidents sont comme lui. Ils ressentent cet isolement. Je suppose que pour les PDG, c'est la même chose. Ils sont parfois seuls, le poids des responsabilités pèse lourd, ils doivent prendre des grandes décisions. Et cela me rappelle la situation de ce soir à 20 heures. Au moment où vous écoutez ceci, vous connaîtrez probablement l'issue de ce qui se passera réellement ce soir. Nous avons une ligne dans le sable, ça passe ou ça casse, je crois que c'est ainsi que vous le diriez. Un cessez-le-feu, un accord, et il y aura un petit rebond de soulagement sur les marchés, ou bien une escalade avec des ponts et des centrales électriques bombardées, comme on en a fait la menace, et le marché pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Mais peut-être que cela ne concerne pas seulement cette situation-ci, Stu. Si on regarde les choses de façon plus large, parfois les investisseurs sont confrontés à cela. Ils savent qu'une décision va être prise à un moment donné, c'est 50-50. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors, comment positionner mon portefeuille? Est-ce que j'agis? Est-ce que je ne fais rien? Est-ce que j'ajuste certains détails? Y a-t-il des indicateurs que je peux consulter pour m'aider à prendre la décision? Parce que ce n'est pas comme la façon dont on investit normalement, où l'on examine les scénarios qui se dérouleront au fil du temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Tout cela se passe maintenant. Que dois-je faire? Et grâce à votre expérience en matière d'investissement, j'imagine que vous avez des idées qui pourraient aider les investisseurs à réfléchir à ce qu'ils devraient examiner dans une situation comme celle-ci, puisque vous y avez été confronté. Bien sûr, et si on remonte dans le temps, quand j'ai commencé, il y avait eu le référendum sur la sécession du Québec, il y a eu la crise asiatique, la crise financière, la pandémie de COVID. On ne parle pas d'une succession ininterrompue d'épisodes de ce genre, mais nous en avons bel et bien connu qui dépendaient fortement d'un moment précis. Deux ou trois choses là-dessus. Tout d'abord, c'est dans la nature humaine de s'en inquiéter, bien sûr. Certains auront ajusté leur portefeuille d'une manière ou d'une autre en prévision de ces événements. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est la probabilité que cela se produise et l'impact que cela aurait.
Il y a donc toujours un petit ajustement qui peut avoir lieu à cet égard. Mais une fois que l'événement se produit, comme vous le soulignez, par exemple, si l'escalade survient puis s'estompe, et que l'on parvienne ou non à déterminer si cette escalade aura pris fin ce soir, je pense que c'est la probabilité la plus élevée. Néanmoins, si vous essayez d'évaluer les différents scénarios, vous avez une idée en tête de ce qui pourrait se passer à court terme. Et puis, vous devez également avoir une idée des mécanismes dont disposent les marchés dans le portefeuille en cas d'événements plus négatifs. Nous ne passons pas beaucoup de temps dans ce que j'appellerais le camp des j'aurais dû, j'aurais pu. Il ne fait aucun doute que demain, beaucoup auront choisi ce camp. On souhaiterait que si la situation se stabilise, on ait investi de l'argent et si elle ne se stabilise pas, qu'on se soit retiré à temps. Mais nous avons déjà évoqué notre positionnement global en matière de risque, lequel est légèrement supérieur à la neutralité. Et dans un scénario négatif, nous avons toujours la possibilité de le renforcer. Vous disposez de 4 options au sein du portefeuille. Et puis, il y a les banques centrales. Quand on repense à la COVID, par exemple, à la crise financière et à d'autres événements, on sait qu'elles sont plus enclines à injecter des liquidités dans le système pendant une période comme celle-ci, ce qui au départ sert d'amortisseur, mais peut souvent se transformer en catalyseur si de bonnes nouvelles arrivent. Il y a le volet budgétaire. Aujourd'hui, nous avons vu le premier ministre Carney suggérer que nous trouverions un moyen d'alléger une partie de la pression à la pompe. Toutes sortes de facteurs entrent en jeu. À chaque action correspond une réaction d'une sorte ou d'une autre. Nous devons réfléchir à tout ce qui pourrait se produire autour de cet événement. Et ne pas oublier non plus le nombre de personnes qui restent en retrait, essayant de comprendre la situation pour que les choses s'améliorent. Rien que de voir cette semaine les navires commencer à passer par le détroit d'Ormuz, identifiés ou non, ou qui paient ou non un péage, chaque fois qu'un événement comme celui-ci se produit, on est très tenté de vite prendre la décision définitive. Malheureusement, les chances de réussite ne sont pas aussi élevées qu'on aimerait le croire. C'est un peu comme si on se disait, j'ai tous ces éléments intégrés au processus de gestion de portefeuille dont je vais tirer parti, quelle que soit la façon dont les choses évoluent au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous discutons sans cesse avec les investisseurs. L'une des choses courantes que nous faisons, vous et moi, qui nous soucions des investisseurs et souhaitons les aider à mieux investir, c'est de toujours parler de délai et d'horizon temporel. Et il y a une raison pour laquelle nous insistons sur l'importance de se concentrer sur le long terme. Ce n'est pas simplement pour encourager les gens à ne pas prêter attention à ce qui arrive à leur portefeuille à court terme. On peut toujours examiner le portefeuille à court terme, mais nous voulons que les gens réfléchissent à leurs résultats et à la manière dont ils positionnent leur portefeuille sur le long terme. Nous avons maintenant plusieurs centaines d'années de données qui montrent que sur le long terme, les bénéfices augmentent de 7, 8 ou 9 par an et c'est ce qui fait progresser le marché boursier au fil du temps. Pas une hausse de 7 ou 8 chaque année. Parfois, il y a de fortes baisses, parfois de fortes hausses. Mais quand on nivelle tout ça, c'est pourtant ici que ça se passe. Et la raison, c'est qu'il y aura des moments où des événements se produisent qui échappent totalement à votre contrôle en tant qu'investisseur, que vous soyez Stu Kedwell qui gère 800 milliards de dollars, ou moi avec mes quelques dollars avec lesquels jongler. On n'a tout simplement aucun contrôle là-dessus. Vous ne pourrez pas toujours prendre les bonnes décisions. Et c'est pourquoi il faut se concentrer sur le long terme et tout ira bien. C'est ce que je dis à mes filles d'ailleurs. Elles entrent en période d'examen. C'est la même chose pour vous, je pense. Et je parlais à ma fille au téléphone hier soir
Elle a un examen et elle pense que c'est la fin du monde, la chose la plus importante qui lui arrivera jamais dans toute sa vie. Et Stu, vous et moi, nous le savons, nous sommes parents, mais aussi nous sommes passés par là. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que j'ai passé des nuits blanches en cinquième année en raison d'un exposé que je devais faire devant la classe. Je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait, mais à ce moment-là, c'était la chose la plus grave qui me soit jamais arrivée. Et bien sûr, le temps guérit toutes ces blessures, et en général, c'est ce qui se passe aussi sur les marchés boursiers. Oui, c'est tout à fait juste d'un point de vue à long terme. Et ultimement, vous devez vous rappeler que vous avez un portefeuille et qu'il y a des titres dans ce portefeuille qui se sont plutôt bien comportés, à tort ou à raison, ou à l'insu de ces entreprises. Pour une entreprise du secteur de l'énergie ou des engrais, par exemple, cette période a été plus favorable pour le cours des actions. Donc, au sein d'un portefeuille, il y a beaucoup de choses à discuter. La pérennité de la hausse des prix des matières premières, les cours des actions, en tiennent-ils compte? Pourrait-il être plus élevé demain? Y a-t-il une démarche que vous pourriez entreprendre pour essayer d'améliorer les résultats à long terme qui se profilent pour les portefeuilles? Ce sont toutes des décisions et des discussions qui ont lieu en permanence. J'ai en tête une excellente phrase qui est d'actualité, mais qui est en fait bonne en tout temps. Notre réunion du matin dure chaque minute de chaque jour. Nous jonglons constamment avec des scénarios, nous repassons les variables en revue et nous essayons de réfléchir non pas à ce qui va se passer, mais à ce que nous ferions si tel ou tel événement se produisait. Si cela se produit, que ferons-nous? Ce genre de décision. Pour vous, c'est littéralement le cas. Votre réunion matinale dure 24 heures sur 24, car vous avez des collaborateurs qui gèrent des portefeuilles et qui sont répartis partout dans le monde, des professionnels très expérimentés. Ils ont déjà vécu des situations comme celle-ci. Ils seront donc en mesure de réagir en temps réel pour prendre soin des portefeuilles. Absolument. Et puis, il faut mentionner que la plupart des investisseurs canadiens ont un portefeuille équilibré, 60% d'actions, 40% de titres à revenu fixe. En fait, je pense que le Canadien moyen détient environ 45% d'actions et 55% de titres à revenu fixe. Et on pourrait penser que s'il y a un grand écart entre les résultats de l'événement de ce soir, les obligations vont offrir une certaine protection en cas de forte baisse du marché boursier. Oui, dans le portefeuille du Canadien moyen, il y a des obligations qui réagiraient à un éventuel ralentissement économique. Cela pourrait prendre un peu de temps en raison des craintes inflationnistes, mais cela finira par se produire. Vous avez des actions du secteur de l'énergie, vous avez les actions orifères. Votre portefeuille contient toute une gamme d'actifs qui vous ont déjà servi de soutien. Il est étonnant d'observer la performance de certaines catégories d'actifs et de se dire, eh bien, ça s'annonçait pour être bien pire que ça. Alors, chaque événement est toujours grave, avec des répercussions et quantité de discussions à chaque étape. Vous essayez simplement de naviguer dans des eaux qui s'avèrent plus agitées, peut-être. Oui, et surtout, quel que soit l'endroit où vous écoutez vos balados, abonnez-vous, suivez-nous, abonnez-vous sur YouTube. Beaucoup de nos émissions sont sous forme de vidéos sur YouTube et Stu a beaucoup de choses à dire chaque semaine, le mardi, que nous appelons le mardi de Stu. Et l'une des choses dont vous avez parlé avant même le 28 février, mais aussi depuis, c'est que des mesures avaient déjà été mises en place à l'approche de cette attaque. Vous aviez déjà adopté un positionnement dans le portefeuille un peu différent de celui d'il y a un an, peut-être? Peut-être pourriez-vous nous rafraîchir la mémoire là-dessus. Des inquiétudes concernant la croissance du crédit privé étaient déjà connues.
Une partie de ces prêts et de la liquidité que ce portefeuille d'investissement pourrait apporter semble s'essouffler. Les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle font l'objet de débats, car ce secteur passe d'une situation de trésorerie autonome à un besoin de financement, et la question se pose de savoir quel type de rendement il peut offrir. Ne faites aucun doute qu'à chaque nouvelle version du modèle, la demande pour ces services semble très forte, mais à un moment donné, comment tout cela sera-t-il financé? Ces deux facteurs suffisent à eux seuls à expliquer l'économie en forme de cas. Divers éléments, notamment l'évaluation des marchés à l'approche de cette situation, ont conduit à une certaine prudence. Nous en sommes réduits à discuter de ces événements en tenant compte de l'impact de la guerre et de la hausse des prix de l'énergie. Il y a toujours beaucoup à discuter, à réfléchir. Oui, et puis l'un des sujets que nous abordons presque toujours lors des mardis de Stew, qui ont lieu presque chaque semaine, c'est l'idée que lorsque vous êtes sur un marché qui vous rend un peu nerveux, ou, ou même quand il atteint des sommets historiques et que les valorisations sont très élevées, eh bien, il y a des risques. Mais vous n'êtes pas obligé de placer tout votre argent sur le marché aujourd'hui même. Vous pouvez adopter une approche différente. Et je pense que je vais vous laisser en parler, car je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. J'apprécie en effet la méthode des placements échelonnés. C'est un excellent outil. Vous l'avez dit, les placements échelonnés peuvent aussi être utiles lorsque vous vous sentez optimiste et que les marchés sont très élevés, car il existe alors aussi une certaine incertitude. Et normalement, l'incertitude est l'allié de l'investisseur à long terme. Quand plusieurs options s'offrent à vous, les placements échelonnés sont un excellent moyen d'investir. Vous investissez une première fois, puis quelques semaines plus tard, et encore par la suite. C'est la définition même. Vous obtenez ce prix moyen qui tient compte de la volatilité à laquelle nous sommes confrontés et vous permet de tirer profit des résultats à long terme. Ainsi, quoi qu'il arrive, si le marché baisse demain, vous investissez de l'argent et achetez à un prix plus bas. Et si le marché monte, eh bien, c'est tout aussi bien. Votre portefeuille prend de la valeur et vous vous sentez serein. Vous avez plus de chances de rester sur la bonne voie. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'investissement régulier. Un peu à chaque paye, vous pratiquez les placements échelonnés de manière efficace tout au long de votre vie. C'est la véritable clé du succès. Mais lors d'un événement particulier, vous en parlez depuis quelques mois, comment réagissent les marchés? Un événement comme celui qui pourrait se passer ce soir, si vous êtes préparé, vous pouvez résister et traverser ces phases du marché beaucoup plus facilement. Et je sais que c'est ainsi que vous avez configuré tous les portefeuilles sur lesquels vous et votre équipe travaillez. Ce qu'il faut toujours essayer d'éviter dans votre portefeuille, c'est une réaction trop radicale. Il faut avoir anticipé toutes les éventualités. Et l'autre chose, bien sûr, dont nous avons déjà parlé, c'est que rien n'est jamais parfait, et autant l'accepter avant de commencer. En acceptant cela, vous pouvez prendre de bonnes décisions, ajuster aux risques à chaque étape et améliorer vos chances d'obtenir un bon résultat à long terme. Oui, cette présentation devant la classe en cinquième année ou cet examen important à l'université, quand vous avez 59 ans comme moi, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais je sais que mon portefeuille, lui, a continué de se développer au fil du temps et vous avez vécu la même chose. Alors, quand on est plus âgé, on peut regarder dans le rétroviseur et se rappeler que ces moments-là ont certes été plus importants sur le coup qu'ils ne le sont finalement à long terme. Oui, eh bien, merci beaucoup Dave, on se reparle la semaine prochaine. Parfait. On se voit à Londres, en fait, la semaine prochaine, Stu. J'ai hâte d'y être. J'ai toujours hâte de vous voir en personne. Bonne route et voyons comment les choses se passent ce soir. D'accord.
La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.